Donc bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve en compagnie de Natacha Pirotte. Natacha, est-ce que tu pourrais nous expliquer comment est-ce que tu en es venue arriver à pratiquer l'art-thérapie? Quelle est ton histoire? Ouais. Alors, moi, c'est pas mon premier métier. Donc, j'ai fait des études d'ingénieur et puis j'ai travaillé pendant 18 ans. Et puis, vers 40 ans, j'ai commencé à me poser pas mal de questions de ce que je voulais faire dans ma vie, de est-ce que ce que je faisais avait du sens. J'ai commencé à réfléchir sur ce qui était les piliers, enfin mes piliers, ce qui était en gros mes valeurs ou mes centres d'intérêt, si on veut. Et je suis arrivée à en définir trois, qui étaient la créativité, l'humain et la nature. Puis autour de ces trois-là, j'ai mis des métiers possibles. Mhm. Et voilà, et finalement, j'ai choisi de m'orienter vers l'art-thérapie. Comment décrirais-tu ce qu'est l'art-thérapie en comparaison avec les autres types de thérapies qui existent, qui utilisent plus la parole, Ouais. le verbe? Dire l'art-thérapie, c'est une des disciplines des thérapies créatives. Mhm. Donc, on a l'art-thérapie, mais à côté, il y a la danse-thérapie, il y a la musicothérapie et puis il y a le dramathérapie. On va dire les quatre grands courants, c'est ceux que je viens de décrire. Donc, nous, en art-thérapie, on va utiliser les médias comme le collage, le dessin, la peinture, le travail des masques, pour faciliter l'expression. Et une réalisation telle, euh, voilà, une réalisation voilà, d'une personne. Je ne vais pas trop rentrer parce que c'est assez intime, comme au figuré, dans dans ce que la personne a voulu dire. Euh, mais bon, peut-être vous ne savez pas très bien ce que c'est, mais pour la personne, c'était très très clair et ça touchait à vraiment quelque chose, une blessure très profonde qu'elle a pu travailler d'abord par la terre et parce que c'était là, après pouvoir s'ouvrir à la parole, alors que la parole n'était pas venue avant. C'est comme si la première marche de l'expression était trop haute et du coup on la coupe en deux. On en fait une d'abord par l'art et puis après on met les mots et ça va et c'est beaucoup plus naturel parce que ça s'inscrit dans ce processus là en fait. Et donc c'est beaucoup plus facile. En art-thérapie, on va encourager l'expression d'abord au travers du processus créatif et avec donc comme résultat une œuvre, on n'appelle pas ça un chef-d'œuvre, on appelle ça une œuvre, qui va du coup pouvoir être utilisée comme support pour après amener la parole. Donc la personne, quand elle va s'exprimer, elle va exprimer une partie de qui elle est dans son œuvre. Et en art-thérapie, il n'y a pas seulement le résultat qui va compter, mais aussi tout le processus créatif, tout ce qui va se jouer pour la personne, que l'art-thérapeute peut observer ou pas. Voilà. Tout ce développement durant le processus créatif est très important pour nous aussi. C'est vraiment une source de travail. C'est une personne qui est partie par la porte du mouvement, on va dire. Hein. Donc, elle a choisi deux couleurs. Et d'abord, c'était une carte, comme une carte de banque. Hein. Et donc, commencer à mettre les couleurs avec beaucoup d'intensité, beaucoup d'énergie, et on sent ça. En art-thérapie, on appelle ça le triangle, parce qu'on a une œuvre en plus. Et donc, on passe au travers de la médiation de l'œuvre, en fait. Et c'est l'œuvre et le processus créatif qui permet l'expression et l'œuvre qui en est le résultat. On ne peut pas dire qu'il y a toujours que la création est toujours liée à des émotions uniquement positives, parce que parfois, en créant, on va aller contacter quelque chose qui est lourd, et donc le vécu qui va arriver. Cette manière de s'exprimer a le pouvoir, on dit en anglais, d'éliciter les émotions. Je ne sais pas si c'est un terme français, mais d'aller les provoquer, en fait, d'aller les susciter.
Mais après, elle va susciter ce qui est là. Donc, si la personne a, pour le moment dans sa vie, quelque chose de plutôt difficile à exprimer, c'est ça qui va arriver. On peut prendre une distance, regarder ce qui se passe, et puis se laisser attraper, entre guillemets, par l'œuvre, associer une image dans sa tête et vouloir ensuite la préciser. Et donc, c'est ce que la personne a fait. Donc, elle a précisé ici une image qu'elle avait vue. Donc, en regardant ça, ça lui a fait penser à un bateau qui est dans les vagues. Et donc, elle a clarifié son image, donc précisé le bateau. Et donc, finalement, après, pour cette personne, c'était donc sa projection d'elle en un bateau dans la tourmente, en fait. Du coup, est-ce qu'on pourrait dire que l'art-thérapie peut traiter tout sujet divers, par exemple tout type de traumatisme ou quelque chose qui va être difficile? Oui, alors on retrouve beaucoup les art-thérapeutes qui travaillent dans les hôpitaux psychiatriques, donc ils vont travailler donc en complémentarité avec une équipe multidisciplinaire et donc amener les particularités de l'art-thérapie au processus. Et donc là, les personnes, elles sont là pour des maladies mentales. On va dire, on est dans des pathologies qui sont hors de la névrose, on va dire. Par contre, les art-thérapeutes qui travaillent en cabinet, elles vont avoir des personnes, un peu de tout venant, on va dire. Et on peut avoir toutes sortes de problématiques, des personnes qui sont arrêtées sur leur chemin parce qu'elles vivent des choses compliquées, des personnes qui ont un trauma du passé, qu'elles ont du mal à travailler et qui les bloquent dans leur vie de tous les jours et donc qui souhaitent venir déposer ça pour pouvoir avancer. Donc on a un peu des personnes qui sont dépressives, des personnes qui souffrent d'anxiété, on a beaucoup d'anxiété actuellement. Donc voilà, dans les cabinets, on va retrouver plutôt ce genre de profil, adultes, adolescents, enfants. Mais alors il y a aussi, comme j'expliquais, des hôpitaux psychiatriques où alors là, on est beaucoup plus focalisé en complémentarité sur une maladie beaucoup plus lourde et plus compliquée. Natacha, j'aimerais qu'on parle un peu plus de la thématique du traumatisme. Qu'est-ce que tu pourrais nous expliquer, nous apporter comme information concernant le traumatisme? Ok. Je ne suis pas psychologue, donc moi je vais parler d'où je suis avec l'expérience que j'ai. Donc le trauma, il y a trauma et puis évidemment les conséquences du trauma. Quand une personne vit quelque chose... on va dire une expérience traumatique, donc une expérience qu'elle ne sait pas gérer au moment même. Donc elle va être, on dit, submergée par ce qui arrive. Il y a quelque part au niveau cognitif quelque chose qui va se déconnecter. Et donc la personne n'est pas capable de gérer la situation, de tout comprendre, de tout analyser. Une partie de son expérience va être imprimée en elle sans qu'elle ait pu vraiment la processer. Et cette impression se fait de manière, on va dire, morcelée. Voilà, c'est une impression un peu morcelée. Et ces morceaux qui sont imprimés comme ça, que ce soit des sensations, des émotions, des flashs d'images, elles vont se rappeler dans son quotidien à des moments qui peut-être il n'a pas attendu et qui vont la mettre en difficulté dans son quotidien. Une autre méthode encore, qui est un masque. Ici, ici c'est un milieu carcéral. C'est ce que je montre au monde, quel est le masque que je mets devant moi. Mais il y a aussi une part de soi. Et donc, qu'est-ce qu'on remarque ici? On remarque un peu des balafres, donc on pourrait associer ça à des blessures, point d'interrogation. Je me souviens plus ce que la personne a dit. Donc toujours hypothèse, et puis après la bouche fermée. Donc voilà. On se retrouve en milieu carcéral, qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que je peux pas dire? Il y avait ça aussi. En général, il y a quelque chose à l'intérieur, oui, voilà. Donc on fait les deux. On fait ce
ce que je montre et puis ce que je garde pour moi et ce que je garde pour moi, ça peut être aussi un rêve, un désir. Est-ce que c'était ça? Si on revoit les symboles du yin et du yang, mais quand même interprété avec d'autres choses. Tout ça pour la personne a beaucoup de sens. Pour nous, après coup, moi aussi je me souviens plus de ce que la personne a dit et peut-être qu'elle n'a rien dit. C'est beaucoup plus compliqué à dire. Mais là, quand on travaille, comme moi je travaille le masque souvent, et beaucoup de thérapeutes font ça, à l'extérieur c'est ce que je donne à voir, comment les autres me voient, ce qui est visible de moi, et puis ce qui est plus intime. Et ça peut être mes rêves, mais ça peut être aussi mes blessures, ça peut être à ce quoi je tends, et aussi à ce que je traîne en fait, ça dépend un peu, et ce que je ne veux pas dire. Alors comment nous, en art-thérapie, on peut aider à travailler le trauma, de faire en sorte que ce soit moins inhibant et moins perturbateur dans la vie quotidienne. Et pourquoi l'art-thérapie est indiquée, c'est parce que, bon, comme je l'ai expliqué, ces fragments, ils font partie d'un champ plus sensoriel, émotionnel. On va aller chercher par le travail avec le geste, par le travail avec l'essence. On va aller rechercher, on a le pouvoir d'aller rechercher ces fragments-là et de leur enlever un peu petit à petit leur charge, et qui va donc permettre à la personne de s'alléger un peu plus. Et de quelle manière vas-tu amener cette personne à se livrer à propos de ses traumatismes lors de la première séance, par exemple? Comment ça se passe? Quelqu'un qui fait appel à toi. Alors, d'abord, on y va petit à petit. Donc, il y a tout un temps d'apprivoisement et aussi d'observation. Donc, on peut prendre 3 ou 4 séances juste pour s'apprivoiser dans la relation. Que la personne qui est là apprivoise aussi le processus de art-thérapie. Comment ça fonctionne en fait, comment nous on fait. Et qu'elle soit à l'aise. Au début, quand une personne arrive, il y a quand même énormément d'anxiété, de peur, en se disant « Oh là là, où j'arrive, l'inconnu. Est-ce que je vais être je ne sais pas dessiner, moi je sais faire que des bonhommes allumettes, voilà. » Et donc petit à petit, il y a une sorte de la personne, elle va se poser. Donc on appelle ça créer un espace de sécurité. Comment est-ce qu'on peut créer ce sentiment où la personne se sent en sécurité et donc elle va pouvoir commencer ce chemin vers elle-même. Donc on a besoin de ça d'abord et je pense que ça doit être pareil partout. Alors on prend le temps. Moi comment je fais? Je vais tout doucement. J'essaye d'abord aussi de présenter des médias différents. Donc on va commencer soit par un petit jeu, par des exercices d'échauffement. Ou peut-être par moi j'utilise régulièrement le collage parce que c'est un média qui est facilement accessible et du coup on n'a pas oh là là je sais pas dessiner parce qu'on va choisir des images et puis les découper, les coller, donc il y a quelque chose au niveau des compétences qu'on peut imaginer. Je n'ai pas les compétences, du coup je n'y vais pas et ça me bloque. Voilà, donc moi j'utilise régulièrement le collage comme premier ou un petit jeu. J'ai des fardes comme ceci où j'ai découpé des images que j'ai trouvées dans les magazines et des mots. Donc la personne va feuilleter, va prendre toutes des images et donc elle va commencer à les mettre à faire une composition en partant par exemple de celle qui fait le plus de sens, de celle qui l'attire le plus, où il y a un lien un peu fort. Et puis petit à petit, elle va coller les images, rajouter des mots éventuellement, parfois un dessin. Et pour elle, ça signifie, je me souviens plus exactement de ce que ceci veut dire, mais il y avait une histoire, il y a un lien, il y a une logique pour la personne qui l'amène. Alors en art-thérapie, on utilise beaucoup le jeu parce qu'il facilite l'expression en fait et la spontanéité. Et puis après le jeu, il amène des émotions positives et les émotions positives, elles ont le pouvoir de contrecarrer,
de compenser des émotions comme l'anxiété. Donc, quand on est en anxiété, on est dans un état de vigilance comme ça, et on est un peu en essayant, un peu sur ses gardes. Oui. Et en fait, vivre une émotion positive va nous permettre de revenir dans un état plus d'apaisement. Et c'est seulement dans cet état qu'on est ouvert à la relation, qu'on peut faire confiance à l'autre, qu'on peut aussi, qu'on dispose pleinement de ses capacités. Et donc, ce jeu, s'il peut aider à défaire cette anxiété, cette peur de l'inconnu, cette vigilance, eh bien voilà, ça nous aide à amener la personne dans le meilleur état pour entamer le reste. Moi, j'utilise beaucoup ces cartes-là pour aider la personne à comment dire, à acquérir à rentrer dans le monde des émotions. Okay. Donc, la première chose, c'est de savoir les identifier, savoir les nommer. Et parfois, c'est pas simple. Même après avoir fait fait une création, c'est comment on va aborder le domaine émotionnel. Et les cartes peuvent être un outil. Par exemple, ça pourrait être, tiens, ben voilà, moi je choisis celle-là parce que finalement, ce que mon collage me dit, c'est que je suis en grand questionnement pour le moment. Okay. Et voilà, et les points sur lesquels je suis en questionnement, c'est ça, ça, ça et ça, par exemple. On pourrait dire ça. Il y en a par exemple qui pourront dire ça et qui vont dire qu'elles auraient besoin de ce lien avec quelqu'un qui peut les prendre par la main. C'est ça. Qui ont besoin d'aide ou qui sont peut-être parce que parfois, ce qui se rejoue dans un studio comme ici, c'est le lien parent-enfant, le premier lien d'attachement. Et donc ça peut venir là aussi. C'est ça qui finalement qui est en jeu et qui doit être réparé. Donc ce genre de choses peut arriver aussi. Alors moi, ce que je fais souvent, comme jeu, je pars avec 6 feuilles A4 et je demande à la personne de marquer ces 6 feuilles d'un trait. En suivant d'un trait, d'une forme, de la marquer. Je travaille souvent avec les pastels, et donc 6 élans différents. Et donc voilà, la personne va marquer ces 6 feuilles différemment. Elle ne sait pas, je dis rien, je dis juste ça. Et puis je lui dis, maintenant on reprend chacune des feuilles, et à partir du trait que vous avez fait, en utilisant tout ce qui est là sur la table, vous développez ça en un dessin. Donc la personne va développer en un dessin. Et puis on reprend les 6, je lui demande de mettre une petite phrase ou par exemple, ce serait le bateau qui vogue ou voilà, je sais pas, quelque chose, une mini-phrase. Et quand elle a quand on est arrivé à ce point-là avec ces 6 mini-phrases, ces 6 dessins, je lui demande de les arranger pour faire une histoire et de me raconter l'histoire. Et en fait, très 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 souvent, ça fait énormément sens. En fait, au travers de l'histoire, la personne, je fais ça souvent dans une première étape ou deuxième étape, et en fait, c'est un moyen pour la personne déjà de raconter, en gros, ce qui l'amène, en fait. Voilà, encore un autre qui a été aussi créé dans ce cadre-ci, et là, c'est plutôt, si je me souviens bien de ce que la personne a dit à ce moment-là, c'est plutôt ce chemin, voir le trajet médical et l'expérience qu'elle vivait là, à ce moment-là, comme un chemin où on ne savait pas où on allait, mais aussi avec cette peur que finalement, derrière la porte, il n'y ait plus rien d'autre. Donc, il y a quelque part dans un trajet, enfin, chaque personne peut venir avec son propre vécu. Et une personne qui a un cancer avec un diagnostic sévère, eh bien, ça invite alors, elle, dans son vécu, tout l'imaginaire de la mort et donc de la peur de ce qui peut se passer. Et donc, voilà, ça dépend vraiment d'une personne à l'autre et de ce qu'elle amène. Et il y a des personnes, à la suite de ces séances, qui continuent à développer leur art ou... Alors, on l'encourage. Moi, je l'encourage toujours. Ma place dans la vie des gens qui viennent me voir, elle est toujours temporaire.
Et donc, pour moi, c'est toujours un trajet pendant un moment donné, juste pour accompagner la personne sur le chemin. Moi, je viens avec ce que je connais de l'art-thérapie. La personne, elle vient avec toute sa sagesse et toutes les connaissances qu'elle a d'elle-même. On fait un chemin ensemble et puis on se sépare. Alors après, ce que j'encourage et je conseille, c'est à la personne de continuer à utiliser l'art pour elle-même au travers d'un journal créatif. C'est une sorte de journal intime dans lequel à la fois on va écrire de manière spontanée et puis on va enclencher, répondre, suivre par un collage, par un dessin et puis de nouveau par l'écriture. Et puis on fait de l'intermodalité comme ça entre différentes manières de s'exprimer, mais on le fait de soi à soi. Et voilà, ça permet de déposer, ça permet de mettre à distance. On garde le même processus au lieu de garder tout dans sa tête et que c'est en train de tourner, non, on va le déposer et du coup, on peut prendre de la distance et avancer avec ça parce on arrive à le voir autrement. Puis on l'a déposé en partie, hein, donc voilà. Voilà, ça c'est un autre exemple qui sont plutôt dans des choix de recentrage, de se dire ok, d'où je viens, où je vais, qu'est-ce qui est important dans ma vie, qu'est-ce qui me nourrit, des choses comme ça. On est plus alors dans un domaine plus de développement personnel, mais il y a des personnes aussi qui sont dans des moments de leur vie qui sont compliqués, qui les confrontent parfois à des peurs de l'inconnu, voire des peurs de la mort, comme dans le précédent. Tu as expliqué au tout début qu'un art-thérapeute n'interprète pas ou ne cherche pas à rattacher en tout cas l'expression de l'art de la personne des émotions de manière objective. Mais est-ce qu'il y a quelque chose parfois dans la manière dont la personne va exprimer son art que tu peux deviner? Alors, ce qu'on va faire en art-thérapie, on va donc observer le processus créatif. Donc pendant que la personne crée, d'abord on va observer comment elle arrive. Donc on observe beaucoup. Et on observe, je pense que les autres thérapeutes font ça aussi, donc observer aussi comment elle se tient, s'il y a des tensions, le taux de vigilance, l'arousal on dit en anglais, donc comment elle arrive. Hein. Et puis dans le processus créatif, on va aussi observer, par exemple, je ne sais pas, moi, il y a un arbre, il a une branche qui est cassée, il y a 2 personnages. Donc, on va observer des choses comme ça, mais on ne va pas plaquer une interprétation. Donc, il y a une branche cassée, ça veut dire, je ne sais pas, moi, elle a perdu son papa ou sa maman. Le soleil est orange, ça veut dire ça. Il a beaucoup de rouge, ça veut dire ça. Non, on ne fait pas ça. On observe des éléments, mais on attend que la personne elle-même explique. Parce que si on ne fait pas ça, on va projeter énormément de notre propre contenu à soi. Donc, on transfère. On va quand même transférer une partie de qui on est, projeter une partie de qui on est dans l'heure, et on va l'interpréter à l'aune de notre propre vécu. Moi, si le rouge pour moi, ça veut dire l'amour, il y a beaucoup d'amour, et peut-être que le rouge pour la personne, ça ne veut pas dire du tout ça. Donc nous, à la fin, les art-thérapeutes, ils terminent une séance par une discussion. Okay. Et donc on va amener la personne à parler de comment ça s'est passé pendant le processus créatif, comment elle se sent, qu'est-ce qu'elle a ressenti dans son corps, quelles sont les images qu'elle a associées dans sa tête, quels sont les souvenirs éventuellement qui sont revenus, comment elle résonne avec son œuvre de manière plus, je veux dire, physique, émotionnelle. Et puis après, quel sens elle l'amène ? Quel sens, en quoi ça fait sens avec le sujet pour lequel elle est venue, en quoi ça fait sens avec la vie qu'elle a, enfin, son vécu, enfin voilà. Et donc c'est des personnes qui ont sont dans un trajet médical. Et un trajet médical parfois lourd, parfois long. Donc il y avait cette personne, elle a exprimé en fait sa frustration et ce poids qu'est pour elle le trajet médical. Donc on reconnaît un peu comme ça au bout des ampoules, comme ça, des piqûres. Et donc c'est ça qu'elle exprimait au travers de ses dessins. Est-ce que parfois tu présentes des œuvres dans le but de voir ce que la personne peut déceler à travers l'art, comme par exemple la méthode Rorschach avec les taches d'encre, etc. Non. J'utilise quelque chose qui est similaire à Rorschach, mais pour engager la personne sur un chemin d'imaginaire. Donc, je pourrais utiliser des tâches, là, de l'écodeline, là, faire des petites tâches, et puis après, donc, faire
et puis lui demander de voir ce qu'elle voit là-dedans, mais après partir sur ça, par exemple, si c'est un animal, l'animal devient le héros d'un conte, et alors qu'est-ce qu'il vit, de manière à ce que la personne, de développer en fait ce sujet, que la personne se projette finalement, par exemple dans le héros qui serait cet animal-là, et qu'est-ce qu'il vit, quel est sa quête, donc quels sont ses désirs, ses envies, son souhait, quels sont les problèmes qu'il rencontre, là où il peut chercher de l'aide, quelles sont les ressources personnelles qu'il a. Donc moi j'utiliserais ça plutôt comme point de départ, mais pas comme analyse, voilà, enfin, je ne sais pas comment ils font d'ailleurs, les tests Rorschach, je ne saurais pas dire. Mais donc, pas tellement dans l'interprétation de nouveau, plutôt comme un déclencheur d'un processus. Et au niveau de l'expression de ce processus, est-ce que certaines personnes ont plus de facilité en lien avec l'expression de leurs émotions à travers l'art, comme par exemple les artistes en général? Est-ce qu'il y a cette facilité qu'ils ont par rapport à ceux qui sont tout à fait débutants? Alors, l'artiste peut tomber dans ces techniques et se focaliser sur la technique et donc être moins en contact avec quelque chose qui est de l'ordre d'un élan personnel, d'une expression personnelle. Et alors, dans ce cas-là, c'est un frein. Par contre, quelque chose peut-être de positif, c'est que s'il met ces techniques au service de l'expression personnelle, il va arriver à un résultat qui a une qualité esthétique qui pourrait renvoyer quelque chose de gratifiant. Et donc, il va jouer dans un renforcement. Donc, nous, on dit que l'art-thérapie, c'est accessible à tout le monde et qu'il ne faut pas avoir d'expérience. Le but, on ne recherche pas l'esthétique de l'œuvre. Quand elle vient et qu'elle a un côté de gratifiant, ben évidemment, on l'accueille. Ça, c'est important de bien l'entendre et de le comprendre. Donc, pas besoin d'être un grand artiste pour ouvrir la porte du cabinet de Natacha et d'exprimer, du coup, toutes des choses que vous pouvez enfuir depuis bien longtemps. Alors, ça, c'est un autre exemple que je peux montrer aussi. D'une personne, c'était dans le cadre d'ateliers en milieu carcéral. Et voilà, c'est une personne qui n'a pas souhaité partager, donc je ne saurais pas vous dire exactement ce qu'elle a voulu dire là-dedans. Quand la personne ne souhaite pas, parce que ce n'est pas le lieu, parce que la confiance n'est pas là aussi, ne souhaite pas partager, elle fait un trajet néanmoins. Donc il y a quelque chose qu'elle a vécu elle, pendant le processus créatif, pendant tout ce qui s'est passé pour elle, parce qu'elle sait évidemment ce qu'elle a mis dedans, mais elle le garde pour elle. Et donc, ça permet aussi d'avoir une certaine intimité. Hein? Et c'est OK aussi, parce que voilà, on ne force pas les personnes à déposer, à s'exprimer devant tout un groupe. Et donc, au sein d'un groupe, l'art-thérapie permet de garder. Donc, on appelle ça self-disclosure, je crois. C'est ce que vous faites en groupe alors quand on veut partager? Il y a toujours un joker en groupe. Dans un groupe, on invite les personnes à partager sur le souhait. Bien, c'est très intéressant la dynamique de groupe parce que les personnes peuvent alors se sentir pas plus seules. Elles voient en fait qu'elles sont pas seules dans leur trajet, que d'autres vivent la même chose. C'est super important. C'est ce que tu fais au Red Pencil alors? Au Red Pencil, on fait que des interventions de groupe. Et donc, on travaille en cancérologie, on travaille avec les demandeurs d'asile, on travaille avec des jeunes en psychiatrie, des jeunes en décrochage scolaire. Et donc, moi, de temps en temps, je prends des projets là. Mais bon, j'ai surtout un rôle de coordination là. Comme tu peux voir, on a accès vraiment à un grand espace, beaucoup de lumière qui entre. Là-bas, il y a quelques fenêtres. Ici aussi, de grandes fenêtres qui laissent vraiment... Également, c'est un beau paysage, je trouve. Parce que je me dis, ça peut éventuellement inspirer les personnes qui viennent. Dessiner grand, dessiner petit, dessiner debout. Sur un petit A5 avec un crayon, c'est pas la même chose que se retrouver devant un chevalet avec une carte et de la peinture. Et on le fait avec des intentions. C'est tout ça la connaissance de l'art-thérapie, en fait. Et donc, quelque part, moi, j'encourage tous ceux qui veulent être thérapeutes de vraiment passer par le processus.
de passer par les études. Voilà, on ne peut pas se dire art thérapeute parce qu'on a une boîte de crayons et de pastels chez soi. Il y a vraiment on pense l'art thérapie, enfin les art thérapeutes pensent l'art thérapie.